Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 74 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Et si on changeait d'angle ? C'est le pari réussi de Fanny Vella, illustratrice et autrice de la BD éponyme. Mais en fait, de quel angle parle-t-on ? Je vous explique. Fanny croque à merveille des scènes du quotidien que nous vivons avec nos enfants, des scènes qui paraissent banales, ancrées dans nos modes d'éducation, mais qui peuvent déclencher nos colères ou incompréhensions en tant que parents. Par exemple, couvrir son enfant parce qu'on a froid, mais pas lui, demander à son enfant de prêter son jouet et ne pas comprendre sa réaction de refus. En fait, en dessinant ces scènes avec comme protagonistes des adultes, Fanny nous fait ouvrir les yeux sur leur absurdité. En lisant sa BD, elle nous permet de prendre du recul sur les tensions qui peuvent apparaître au sein de nos foyers. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Sa BD en est bien la preuve. Alors je vous encourage vivement à vous procurer cette BD, éditée aux éditions Elle et Graine. Fanny parle aussi dans cet épisode de ce qui l'a poussée à être illustratrice, de son rapport à ses parents et de ces petites violences éducatives qui ont jalonné son enfance. Fanny mène également un combat contre les violences faites aux femmes et les relations toxiques qui peuvent détruire une personne et plus particulièrement les femmes. Merci Fanny pour ta spontanéité et ton enthousiasme. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Fanny! Bonjour Clémentine. Je suis ravie de recevoir une illustratrice. Je crois que tu es la première, tu vois, qui est dans cette partie Quel honneur. Ouais. Je suis très contente parce que j'adore ta BD. Je l'ai achetée il y a longtemps et je l'avais dévorée en 2 parce que ça m'avait tellement marqué. C'est très fort ce que tu fais, donc je suis ravie qu'on puisse parler de ça avec toi. Merci, je suis trop contente. C'est vrai que ça fait pas tout à fait 1 an qu'elle est sortie, mais elle continue de faire un petit peu parler d'elle. Donc moi, je suis trop contente parce que c'est un truc que j'ai commencé il y a 4 ans et de voir que ça continue de prendre des gens au vol, c'est toujours très flatteur. Alors, est-ce que toi, tu es maman, tu es une petite fille, est-ce que tu peux me dire si tu as vécu une matrescence, ressenti quelque chose de particulier ou est-ce que c'était comme une lettre à la poste ? Alors oui, effectivement, je suis maman d'une petite fille qui va avoir 4 ans cette semaine. Alors oui, je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait que je vivais une matrescence. J'étais shootée aux hormones plus. Pourtant, j'ai pas eu un accouchement des plus faciles, mais je planais, j'étais trop bien. Et du coup, tout me semblait facile, genre juste il fallait l'aimer et s'en occuper. Et je trouvais ça juste formidable. Par contre, ça a joué beaucoup de choses sur mon rapport avec moi-même, en fait. À partir du moment où je suis devenue maman, je me suis pris en main sur plein d'aspects émotionnels de ma vie sur lesquels je n'avais jamais osé ou voulu travailler, ou en tout cas, j'y avais pas prêté attention. Et vraiment, pour moi, tout s'est joué à la naissance de ma fille parce que pour prendre soin d'elle, il a fallu que j'apprenne à prendre soin de moi et donc à régler 2-3 petites choses liées à l'enfance et vraiment ça a été je pense que ça a été une vraie matrescence parce qu'il y a eu vraiment un avant-après et qui a été généré complètement par la naissance et l'arrivée d'Ellie, ma fille.
Alors, si on revient au tout début, pas de ta vie, mais déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu être illustratrice? C'est pas commun comme métier. D'où ça te vient? Alors, ça s'est fait un peu, encore une fois, grâce à ma grossesse. En fait, je m'occupais avant, depuis 4-5 ans, d'un public porteur de handicap. Donc, je m'occupais pas mal d'enfants qui avaient plusieurs types de handicaps différents. J'évoluais déjà dans un milieu où j'essayais tout le temps d'adapter ma façon de faire par rapport au public que j'avais en face de moi. Et j'avais vraiment trouvé beaucoup, beaucoup de sens dans ce métier-là parce que on se lève le matin et on se dit, dis donc, c'est vachement utile en fait ce que je fais. J'ai vraiment l'impression de contribuer à quelque chose d'utile. Et quand je suis tombée enceinte, donc pendant mon congé mat, je m'ennuyais un peu. Donc, j'ai décidé de dessiner. C'était quelque chose que j'aimais bien faire déjà. Donc, j'ai dessiné des trucs un peu lambda. Je me dessinais moi enceinte, complètement bouleversée, parce que mon mec partait 5 minutes chercher du pain. Enfin, voilà, des trucs pas très clivants où tout le monde peut se retrouver assez facilement. Et quand j'ai vu que les gens prenaient commande, je me suis dit, c'est chouette, je peux en faire un métier, je vais pouvoir adapter ma vie de maman en plus sur mes horaires de boulot, ce qui est un énorme confort. Et pour moi, c'était juste incroyable de me dire, j'ai envie de passer chaque minute de ma vie avec cet enfant. Donc, c'est hors de question de reprendre le boulot. Je me suis dit, bon, il y a cette possibilité. J'emprunte le chemin, mais par contre, il va falloir que je mette du sens derrière ces dessins. Et c'est là où j'ai pu combiner mon métier d'accompagnante au handicap que j'avais trop chéri, avec cette passion du dessin en abordant en fait des thématiques qui, selon moi, pouvaient faire un peu bouger les lignes, quoi. Ah, en fait, ta matrescence, elle est pas que sur le plan émotionnel, là, elle est professionnelle. C'est vrai que c'est un 360. Ah ouais, complètement. Ouais. C'était non, mais puis c'est génial parce que chaque jour, je me dis, c'est fou parce que ce bébé qu'on a fait assez rapidement avec mon chéri, qui était pas une surprise, mais disons que ça a été vraiment, on était dans un truc un peu passionnel. On s'est dit, allez, c'est parti, c'est l'aventure, c'est la folie. Et ben, il a du coup aussi créé cette nouvelle voie professionnelle et je pense pas du tout que sans cette grossesse, j'en serais là aujourd'hui. J'y serais certainement venue plus tard, mais pas aussi vite. Donc, Alors, dans un post Instagram, c'est aussi comme ça que tu t'es fait connaître à la base, parce que tu fais des dessins percutants. Tu expliques que tu fais partie, et je pense, fait partie de la génération de parents qui disaient et qui a pu dire, moi, je ferai pas d'enfant roi, c'est pas eux qui vont commander, parce que c'est ce que la société nous a transmis, ou nos parents, peu importe, comme message. Toi, t'as reçu quelle éducation? Est-ce que c'était la société ou c'était tes parents qui t'avaient transmis ça? Ah non, mais moi j'ai reçu la génération, la classique 90, quoi. Il y avait pas de, oui, c'était une éducation remplie d'adultisme, évidemment, de chantage, de punition, mais classique sur le papier. Évidemment que si je la ressortais aujourd'hui, je la trouverais d'une violence insoutenable, mais je sais que toute cette génération-là a fait avec leur propre bagage, c'est-à-dire l'éducation qu'ils avaient reçue qui ressemblait déjà à celle-ci, et puis les codes de la société qui faisaient quand même de l'enfant une sorte de tyran qu'il fallait vraiment plus qu'éduquer, qu'il fallait dresser pour remettre dans le droit chemin. Je ne sais pas si c'est lié à la psychanalyse, à la religion, aux institutions éducatives, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait vraiment ce fondement selon lequel un enfant, à la naissance, il fallait le remettre sur le droit chemin, et ce qui était un chemin qui rimait avec obéissance, ce qui paraît bien loin de toutes les préoccupations de notre petit microcosme qui essayons de changer un petit peu les choses et de changer un petit peu le regard des nouveaux parents. Après, ils se sont, avec ma propre maternité, beaucoup remis en question. Plus tard, d'abord il y a eu l'ère des reproches, l'ère du jugement, parce que c'était tout nouveau ce qu'on proposait. Mais en tout cas, moi je suis vraiment très en paix avec tout ça parce que j'ai pas des gens butés en face de moi qui me disent que non, c'était cette façon de faire et qu'il fallait pas faire autrement, quoi. Toi, t'as la sensation que t'as cheminé pendant ta grossesse, avant d'avoir un enfant, ou quand ta fille est née, c'est devenu une évidence à ce moment-là? Oui, à la naissance, je pense vraiment. En plus, c'est assez fou parce que dans mon métier, j'étais déjà en pleine réflexion
déjà, je changeais pas mal d'angle parce que j'étais avec des publics avec des handicaps très forts qui parfois ne parlaient pas du tout, parfois du coup n'avaient même pas tu sais, d'émotion du visage et tout, donc on pouvait absolument rien tabler sur les gestes qu'on pouvait avoir envers eux, sur ce qu'ils pouvaient leur faire ressentir. Et déjà à ce moment-là, je me disais, si tu avais en face de toi quelqu'un qui était en mesure de te dire ça c'est inconfortable ou ça j'aimerais qu'on me le fasse avec plus de délicatesse, comment t'agirais? Donc déjà j'essayais de, tu vois, transposer ce truc-là, mais par contre pour l'éducation, j'étais vraiment déjà, comme tu le dis dans le post dans lequel je disais que à l'époque, je disais, mais en gros, mon enfant va s'adapter à ma vie et surtout, ça sera jamais un enfant roi. Enfin, je veux dire, quand je dirais non, ça sera non. Et puis, parce que je serai le parent, pas parce que j'aurais raison, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je serai parent, pas parce que j'ai raison. C'est fort, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait déclencher cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu des livres? Est-ce qu'il y a eu... je sais pas, qu'est-ce qui a fait que tu as changé de regard? Il n'y a pas eu trop de livres. En fait, je pense vraiment que j'ai rencontré, tu sais, cet instinct animal à la naissance de ma fille qui fait que j'étais dans une bulle. En fait, tout ce qu'on m'avait injecté lié à l'éducation, à la société et tout, disparaissait au profit de cet instinct primaire qui me faisait, qui rendait ma fille ma priorité et qui me poussait à répondre à tous ses besoins, en fait. Et je crois que vraiment, la grosse claque, ça a été sur les pleurs du soir, qui était vraiment, je pense, la zone de ma parentalité où j'ai reçu le plus de jugements, de conseils, avec les grosses guillemets, qui m'encourageaient évidemment à la laisser pleurer et tout ça. Et j'étais en gros conflit parce que je me disais, là, on est plus sur l'enfant qui devait s'adapter à ma vie que j'avais prévu avant d'accoucher. Mais par contre, là, moi, je peux pas. En fait, genre, là, il faut que je réponde absolument à ce pleur-là. Pourquoi j'en ai besoin, d'où ça vient et pourquoi c'est nécessaire que j'y réponde. Et je crois vraiment que mes recherches, elles n'ont pas eu lieu parce que moi, j'avais besoin de m'assurer que je faisais la bonne chose. J'en étais sûre. J'ai fait ces recherches et j'ai fait ces dessins parce que j'avais besoin de justifier ces choix. J'étais vraiment dans quelque chose où j'avais besoin de dire aux gens, surtout, ne le prenez pas pour vous, je suis pas en train de remettre en question ce que vous avez fait. Si, en fait, mais je suis pas en train de juger ce que vous avez fait. Juste, en fait, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi je le fais et en essayant moi-même, en plus, de l'implanter, en fait, dans ma tête petit à petit, quoi. C'était dur, en étant adulte, de réaliser que tu avais subi ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, hein, VO, face à tes parents, parce que tu dis du coup, il y a eu les conseils, les jugements avant que ça s'apaise. Ça a été une phase de grosse prise de conscience quand tu as eu ton bébé nourrisson. Est-ce que tu l'as traversé difficilement ou avec de l'apaisement? Non, ça a été horrible. J'ai commencé une thérapie à ce moment-là. Et pendant cette thérapie, je me suis rendu compte que ça faisait, du coup, 28 ans à l'époque, que j'étais en colère contre mes parents. Et que c'était horrible. J'ai traversé 2 ans où j'ai des phases où je les haïssais, quoi. Et une sorte de réminiscence de mon adolescence qui remontait comme ça, où je me disais, ah oui, c'est vrai qu'en fait, c'était vraiment pas normal. Et ce sentiment d'injustice, je pense, qui m'a toujours habité et qui fait aujourd'hui que j'ai envie de me battre aussi pour tous les sujets que j'aborde sur les réseaux sociaux. Ce sentiment d'injustice qui m'habitait, mais je pense depuis très jeune, mais plus que la normale, je pense, il est ressorti à ce moment-là parce que enfin, j'avais la justification à ce sentiment-là. En tout cas, on me disait, oui, c'était normal que tu le ressentes comme ça, et non, personne ne t'a écouté. Et à ce moment-là, ça a été très douloureux, et j'ai dit des choses pas tendres à mes parents, ça a été compliqué. Mais j'avais besoin de leur dire, ouais, vous avez chié, quoi, à des moments, je suis désolée. Et sur le moment, ça a été compliqué, mais après, petit à petit, j'ai pu refaire place aussi à la paix et aux circonstances atténuantes de la vie. J'avais un petit frère qui avait beaucoup de problèmes de santé, donc il y avait d'autres choses que juste ce système éducatif ordinaire de l'époque. Et il m'a fallu du temps pour les trouver, et je suis contente aujourd'hui
la BD que je suis en train de faire actuellement, c'est une BD qui parle de ma vie et de mes parents à travers des personnages de fiction, hein, mais ça raconte beaucoup de choses. Et je suis contente parce que je la fais avec beaucoup de paix. Voilà, il y a des trucs difficiles, des trucs poignants, mais je la fais avec une grande paix intérieure. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, tu as écrit donc une BD dont on parle depuis tout à l'heure où tu as pris le parti de changer d'angle et je trouve que c'est très percutant, très fort. Comment est-ce que t'es venue l'idée de remplacer les situations quotidiennes avec nos enfants? Il y en a une qui est très parlante, par exemple le bain, et tu fais l'inverse où tu mets deux adultes, un couple, et tu transposes ce qu'on vit avec nos enfants en tant qu'adultes. Comment t'as eu cette idée de faire ce changement-là? Et ben du coup, la toute première, c'était une illustration où une femme se réveille la nuit et demande à son conjoint de la consoler parce que elle a fait un horrible cauchemar et qu'elle aimerait vraiment qu'il la prenne dans ses bras pour la consoler. Et ce à quoi répond son conjoint, non, parce que si je le fais une fois, tu vas t'habituer et tu vas me demander à chaque fois. Donc celle-là, elle venait vraiment en réponse à justement tous ces conseils bien pensants du 5, 10, 15, donc cette fameuse méthode où il faut laisser pleurer l'enfant qui est quand même genre juste du coup affolante parce que ça a des séquelles assez gravissimes sur le cerveau de nos petits. Mais voilà, c'était en réponse je trouvais que c'était violent. Moi, c'était mon pédiatre qui me disait ça, mes parents qui m'encourageaient à faire ça. Et pour moi, c'était trop... ça n'avait aucun sens, en fait. Ça n'était absolument pas cohérent. J'avais voulu cet enfant. Évidemment que ça allait pas être simple. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait maintenant se battre pour retrouver le confort d'avant. C'est-à-dire une maison sans pleurs de bébé, avec genre un bon film à 21h et puis un repas chaud. Enfin, non, désolé, cet enfant, il est là. Du coup, maintenant, là, tout de suite, il a besoin de moi. On sait quand même qu'ils naissent, les bébés humains, en tout cas, avec une immaturité physique et de gestion de leurs propres besoins qui est assez phénoménal. Évidemment qu'il faut que je puisse y répondre et transposer à des adultes. Alors attention, je ne dis pas que l'enfant est un mini-adulte, mais transposer à une situation où on a un réel respect en face de la personne en face de laquelle on est, quand bien même on l'aime moins que notre enfant, hein, c'est quand même dramatique, hein, on parle des êtres qu'on est censé le plus aimer au monde, pour lesquels on a parfois moins de respect qu'un inconnu qu'on rencontre dans la rue. Et du coup, je trouvais que transposer, moi, ça me frappait. Et c'était dans ces transpositions que je trouvais vraiment une validation de cette réflexion pour moi. Je me disais, OK, c'est bon. Si ça me choque en transposant, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème et un réajustement à faire. Ça me fait penser en fait qu'il y a un de tes dessins qui pour moi est un des plus flagrants et que j'adore. C'est celui où le couple a un petit chat sur son lit, je crois, et tu fais le parallèle entre on va quand même pas prendre notre bébé dans notre lit. Par contre, le petit chat, le pauvre, il est tout seul. Faut bien qu'on le prenne avec nous. Et moi, tu vois, dans ma vie perso, ça m'a vraiment aidé avec mon père parce que mon père, il comprend pas toujours pourquoi on fait du cododo, mais lui en revanche, il a aucun souci à prendre son chat avec lui. Et tu vois, tu m'as aidé à ouvrir les yeux et de me dire ouais, en fait, lui fait du cododo mais avec son animal et moi avec mon bébé, il y a rien de bizarre. Et en fait, je trouve ce qui est fort, c'est que ce que tu fais, c'est que tout est logique en fait. Et on se dit mais oui, mais bien sûr. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que pour le cododo, pour le coup, moi je me rends compte, même sans parler d'animaux, personnellement, quand mon conjoint il est pas là, j'ai tendance à presque proposer à ma fille, genre, est-ce que tu veux, à tout hasard, est-ce que tu aurais envie qu'on dorme ensemble cette nuit? Genre, il y a un besoin. De toute façon, je crois que en tant que mammifère, je crois qu'on a besoin de dormir en meute. Je crois que c'est physiologique. Et je me dis, si j'ai tant besoin de dormir, genre avec mon conjoint pour, je sais pas, peut-être pour me rassurer, je sais même pas pourquoi, ou c'est une habitude, j'en sais rien. Non, il faut pas parler d'habitude, c'est pas bien. Mais je me dis, comment on peut concevoir qu'un tout petit qui vient juste de quitter le ventre de sa maman, comment on peut concevoir qu'il n'a pas besoin du contact physique avec de réassurance de ses parents en fait, et même au-delà, ce besoin de se rassurer. Je connais des adultes qui ont peur du noir et je me dis c'est quand même moins abstrait pour un adulte que ça l'est pour un enfant. On peut comprendre qu'il y ait ce besoin-là de se rassurer. Après le cododo, je
pense, en tout cas pour nous, c'était aussi un confort pour notre propre sommeil. Et je trouve qu'il y a une sorte de vrai cercle vertueux quand on sort de la culpabilisation, parce que nous, ça a été vraiment notre gros problème. Enfin, quand je dis notre, c'était le mien. Moi, j'avais cette peur du regard de l'autre qui était affolante. Et ça, c'est vraiment, je pense, mon plus gros handicap en tant que maman, c'est d'agir parfois parce que je sais que l'autre attend de moi que j'agisse comme ça, plutôt que le faire pour le bien fondé de ma fille, quoi. Et pour le cododo, parce que c'est une question passionnante pour les gens, quand ils viennent de voir des gens qui dorment en cododo, c'est de savoir si enfin l'enfant dort dans sa chambre. Et je me dis, jamais personne ne s'est autant intéressé à mon sommeil que depuis que je suis devenue maman. C'est quand même phénoménal. C'était vraiment... c'était heureusement que j'avais mon conjoint qui, lui, par contre... je lui disais, bah ouais, elle dort encore avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Et je me dis, c'est quand même trop bien parce que moi, toute seule, je me serais embourbée dans des justifications et tout. Et le fait de dessiner et que les illustrations soient partagées, qu'elles tombent sous les yeux de mes proches, même s'ils me le disaient pas toujours, et ben ça a éloigné pas mal de discours parce que en fait je disais ce que je pensais sur les réseaux et ça m'épargnait de devoir bah voilà, c'est ça, m'emmêler les pinceaux dans des justifications à l'oral pour dire mais si, je vous jure, je l'ai vu dans un livre, c'est vachement bien, mais non, c'est bien parce que on le sent comme ça et puis c'est tout, quoi. Où est-ce que tu puisses ton inspiration? Je sais pas, sincèrement. C'était ça. Je pense qu'au début, ça venait beaucoup, bah, justement, quand on se permettait encore de nous faire des remarques. Des phrases. Alors, j'essaie de réfléchir à d'autres. Bah, on parlait tout à l'heure de. Ah, bah, si. Bah, par exemple, celle où on oblige la femme à finir son assiette alors qu'elle n'a plus faim. Ça, clairement, je la puise de ma propre enfance. J'ai passé des soirées entières devant mon assiette d'épinards froids qui me faisait vomir. Et parce que je pense qu'il y avait même plus ce truc de dire c'est pour ton bien parce qu'il faut que tu manges et que c'est important. Je pense que là, c'était vraiment le côté je veux que tu finisses parce que je t'ai demandé de finir. Et si tu ne termines pas, ça veut dire que tu as gagné. Parce qu'on est toujours, on était vraiment dans ce rapport de force avec, il y avait un gagnant forcément, et il fallait que ça soit le parent, donc il fallait terminer parce qu'il avait décrété qu'il fallait terminer. Et vraiment, quand je repensais à ces choses-là et que je revoyais des comportements d'adultes envers ma fille ou envers d'autres enfants qui me rappelaient ces choses-là, je revoyais en fait, enfin, je découvrais à quel point c'était incohérent et à quel point c'était violent. Et là, j'avais besoin de le mettre en image. Et comme tu dis, en fait, toutes celles que j'ai choisi d'illustrer, elles sont pour moi sensées et logiques, en fait. Et il faut, pour moi, un dessin percutant pour cette thématique-là. Il faut que ça soit un dessin où les gens se disent « mais oui, mais complètement !» Et sans ça, et ben, du coup, ça marchait pas. Donc, il fallait que ça soit assez universel. Et malheureusement... heureusement pour le livre, on va dire, mais malheureusement, en fait, elles font écho beaucoup parce qu'on est tous presque passés par là, en fait. C'est quoi qui t'a importé le plus comme message? Déculpabiliser le parent ou faire passer l'info que un enfant, c'est précieux et que absolument maintenant, il faut le considérer comme un être humain. On parle pas d'adultisme, hein, on parle d'un être humain. Bah, il y avait plusieurs choses. J'avais vraiment envie qu'on puisse apprendre à faire confiance à l'autonomie de nos enfants, c'est-à-dire il y a une illustration qui parle aussi la mère veut surhabiller enfin non, la femme veut surhabiller son conjoint en lui disant j'ai froid donc t'as froid, et lui il lui dit mais vraiment je t'assure je crève de chaud, et elle lui dit attends, si j'ai froid t'as froid, et ça, mais moi la première, quand ma fille elle sort en t-shirt et que moi j'ai besoin de ma doudoune, je me dis mais c'est pas possible. Et en fait, apprendre à respecter leurs propres besoins, leurs propres décisions, leur propre autonomie, c'est déjà un premier pas. Et ces illustrations tendent à ça pour moi parce que on se met à l'écoute des besoins de notre enfant plutôt que de respecter un timing ou de le faire parce qu'on pense que c'est parce que nous en tout cas on en a besoin, donc ils en ont besoin aussi. Il y avait ce truc-là, il y avait vraiment remettre l'empathie au cœur de la relation parent-enfant, parce que pour moi, c'est vraiment la clé de tout. Et pour moi, cette empathie, elle ne peut avoir lieu que quand on peut se mettre
au niveau en fait de la personne qui est en face de nous, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre. Je l'ai pas faite celle-là, mais peut-être que je la rajouterai dans la prochaine réédition. J'aimerais faire une illustration où un adulte se confie à un autre. Et l'autre se moque gentiment de sa confession. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on se permet vraiment de faire avec les enfants. Parce qu'on trouve, oh, c'est des problèmes d'enfants, mais c'est mignon, mais c'est rien du tout. Ou des peurs des enfants, on s'en moque. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on se permet pas de faire. Et remettre un peu d'empathie dans tout ça, en essayant de se projeter sur comment je réagirais si c'était du coup un adulte en face de moi. Moi, en tout cas, ça m'a permis de réajuster mes réactions envers ma fille. Me dire tu n'es pas au-dessus de ces sensations et de ces besoins, de ces émotions, et tu te dois de l'écouter. Et puis la dernière, c'était une remise en question, et puis voilà, c'était proposer aux gens qui voulaient bien découvrir ce livre, d'accepter de tout remettre en question. Et c'est pas évident parce qu'il faut déconstruire tellement de choses avant d'accepter de pouvoir... Parce qu'en fait, on parle pas que d'éduquer. Et d'ailleurs, le livre n'est pas à destination que des parents, il est à destination de n'importe qui, parce qu'on a tous été les enfants de quelqu'un un jour. Et on ne parle pas que de comment élever les enfants de demain, on parle aussi de comment déconstruire ce qu'on a reçu comme éducation pour comprendre pourquoi on est devenu cet adulte-là. Parce que ça explique tellement de choses. Tous les engagements dans les combats aujourd'hui qui sont limités parce que on a quand même ce truc de hiérarchie, d'obéir à quelqu'un qui est notre supérieur, de toujours répondre aux contraintes par ou la peur ou la récompense au final. Et déconstruire tout ça, c'est vachement violent parce qu'en plus, déjà, c'est ancré, mais en plus, ça remet en question comment nos parents ont réagi, et ça peut être très violent. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a été vécu. Du coup, en fait, en acceptant que non, les fessées n'étaient pas méritées et que c'est une violence et que ça n'est pas normal, c'était accepter l'idée que mes parents avaient été violents avec moi. Et c'est d'une violence inouïe, et je comprends tous les détracteurs qui viennent frapper à la porte de mes réseaux pour me dire c'est n'importe quoi, j'en suis pas mort, donc c'est ok, et puis de toute façon c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, vous allez en faire une génération d'enfants rois, et j'en passe. Tu réponds à ces commentaires ou tu laisses passer ? Avant, il y a longtemps, je répondais. Maintenant, j'ai parfois trop de commentaires pour y répondre. Et aussi, si je veux continuer de le faire, je peux pas, parce que moi, ça me bouleverse, en fait. Ça me rentre dans la tête, ça n'en ressort pas. Et je lis beaucoup. Et sur mes pages, j'ai de moins en moins de messages comme ça. Par contre, quand c'est relayé par des gros médias, là, dernièrement, il y a eu... je crois qu'il y a eu Topito, des motivateurs et le Huffington Post, mais dans la même semaine. Mais alors là, c'était l'hécatombe de commentaires. Et en fait, c'est assez beau parce que je me dis, même si ces gens, des fois, sont un peu virulents et tout ça, dessous, d'autres personnes répondent. Et bon, parfois, ça monte dans les tours, voilà. Mais parfois, ça fait naître de vrais dialogues, de vraies remises en question. Et sincèrement, je pense que faire réagir, même virulemment, c'est déjà faire réagir. Et moi, je suis contente que les gens ne restent plus de marbre devant ces thématiques. Et d'ailleurs, j'avais eu le droit à un magnifique article dans Le Figaro. C'était très ironique, attention, parce que c'était un article. Alors bon, il avait dû être écrit par quelqu'un qui n'était pas trop prompt à écouter ces nouvelles méthodes. A priori, c'est comme ça qu'ils les appellent. Mais je m'étais dit, bah voilà, si on arrive à toucher du coup une génération un peu réac, et bah du coup c'est vachement positif, en fait. On arrive vers quelque chose qui va brasser de plus en plus de réactions. Et je crois qu'il y a un truc de phase de deuil. Et puis, je crois que la colère, elle arrive avant une phase qui est une phase de remise en question. Et puis ensuite, voilà, c'est des graines qui sont posées là, et elles feront leur chemin. Est-ce qu'il t'arrive, toi, de relire ta BD et de te dire « Ah ouais, là, j'abuse avec ma fille, j'ai projeté ça ». Je dis ça parce que tu as été élevée avec ces réflexes-là. C'est très difficile de les déconstruire. Est-ce que ça te saute aux yeux parfois ? Oui, mais ça me saute aux yeux parfois immédiatement. Et des fois, je n'arrive pas à ne pas agir comme ça malgré tout. Et le seul truc que j'ai trouvé pour arrêter de me flageller, c'est en fait
tant que moi, je suis capable de me remettre en question devant elle, en m'excusant, j'arrive à accepter. Alors, évidemment que si je la frappais un jour et que je m'excusais, je vais pas dire après, non mais c'est bon, je me suis excusée. Non, non. Je parle de lever la voix juste parce que moi, je suis épuisée alors que bon, bah, elle, voilà. Après, ce qui est magique, c'est que ma fille a 4 ans, donc on est déjà dans des dialogues et tout ça, et elle me le fait... Elle me le fait remarquer quand ça manque de cohérence. Et je trouve ça génial parce que j'ai vraiment appris à m'excuser. Et je trouve ça trop beau parce qu'en fait, je vois qu'elle est capable de le faire à son tour. Et pour moi, c'est lui apprendre à s'excuser, ça n'a pas de sens si moi-même je suis pas capable de le faire. Et je ne lui ai jamais appris à s'excuser. Je crois qu'elle le fait parce qu'elle nous a vu le faire. Et en plus, enfin, moi en tout cas, ça me procure un sentiment incroyable de m'excuser auprès d'elle. Vraiment, j'ai l'impression de lui faire un cadeau et de me faire un cadeau à moi aussi. Genre, comme si, bon, je veux pas partir trop loin dans la psychanalyse infantile, mais comme si je m'excusais moi-même auprès de la petite fille que j'avais été. Et de dire, en fait, c'était possible, en fait. C'est pas parce que t'es un enfant que t'as foncièrement toujours tort. Et en fait, tu aurais pu mériter des excuses à des moments. Et en fait, ça me suffit juste de me dire, il y a des adultes aujourd'hui qui sont capables de s'excuser auprès de leurs enfants. Donc voilà, je suis pas du tout au point avec tout ce que je propose dans le livre, mais j'y travaille. Et parfois, quand j'ai des nouvelles idées, elles viennent parce que moi-même, je remarque un comportement que je pourrais avoir et vite, je me dis, celui-ci, il faudrait que j'illustre pour le graver un peu dans le marbre et essayer de l'ancrer profondément dans mon nouveau schéma. Tu penses que le dessin et a fortiori une BD, ça a quel pouvoir sur les gens? Eh ben, je pense pas que les dessins ils peuvent remplacer tous les écrits qui parlent des neurosciences et des écrits de personnes qui sont diplômées en fait dans tout le milieu de la psychologie infantile et des neurosciences, je le disais. Par contre, ça peut être un premier pas dans le milieu parce que moi, je sais qu'il y a des choses qui, des fois, me paraissent trop grosses et si on ne me les a pas dégrossies avant en les vulgarisant à travers des dessins et tout ça, j'ai l'impression que ça va être trop gros pour moi et que les termes vont me faire peur et tout ça. Quand on commence à mettre le pied dans ce thème-là, il devient rapidement assez addictif et parce que comme je disais, en fait, on n'apprend pas que à devenir des nouveaux parents, on apprend à comprendre qui on est, on apprend à comprendre les gens autour de nous. Enfin, ça fait quand même beaucoup changer. Moi, ça m'a fait changer mes rapports, même avec mon chéri, mes rapports avec les gens autour de moi. Je trouve que c'est juste magique tout ce qu'on peut faire en remettant à plat ce qu'on veut offrir comme éducation à nos enfants et même en respectant plus ma fille, j'ai appris à me respecter plus moi. C'est-à-dire que en acceptant elle, ses besoins et tout, et ben j'ai appris à accepter aussi plus les miens. C'est-à-dire que au début de notre relation avec ma fille, il fallait absolument que tout mon temps lui soit dévoué parce que si je levais les yeux d'elle, je me disais mais la pauvre, c'est horrible, elle va se sentir abandonnée, c'est terrible et tout ça. Je pense que je rejouais 2-3 trucs de l'enfance et à un moment, quand j'ai appris à lui dire en fait là, j'ai pas du tout envie de jouer au Playmobil, mais alors pas du tout, j'ai aucune excuse, juste j'ai pas envie, et ben j'ai plus culpabilisé, je me suis dit toi t'acceptes quand elle te dit non et tout ça, donc elle aussi elle doit accepter que des fois t'aies pas envie et que t'aies pas une justification, juste là t'aimes pas ça et t'as pas envie quoi, mais vas-y viens on fait autre chose, un truc sur lequel on trouve un terrain commun et tout ça. C'est dur au début, ça c'est vrai. D'apprendre à dire non à ce que eux ils veulent. mais ça s'apprend et je pense qu'on peut y arriver à un moment ou à un autre. Il y a autre chose sur lesquelles aussi tu es très impliquée, c'est contre les violences faites aux femmes. Je trouve aussi que tes dessins ils sont très percutants sur ce thème-là. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller sur ce terrain-là ? J'ai du mal pour l'instant à aborder des thématiques dans lesquelles je ne suis pas directement impliquée. Donc, j'ai été avec quelqu'un il y a longtemps, très longtemps maintenant. Comme ça écarte toutes les petites rumeurs qui pourraient dire que ce serait le père de ma fille, parce que j'ai déjà eu droit à des questions comme ça qui étaient vraiment très gênantes. Donc, c'était il y a très, très, très longtemps. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est grâce à mon accouchement que j'ai pris conscience de ça.
parce que si j'ai réussi à tout lier, toutes ces thématiques-là, c'est qu'en fait, elles sont genre fondamentalement liées les unes aux autres, et que si j'ai été dans une relation toxique et violente, c'est parce que j'ai appris à tolérer des trucs quand j'étais jeune, qu'on a banalisé, la non-écoute de mes émotions, le non-respect en fait d'un non. On parle beaucoup de consentement actuellement, et genre aujourd'hui, si c'est primordial, c'est que si toutes ces thématiques ressortent en ce moment là, les MeToo inceste et les MeToo tout court, et toutes ces thématiques autour du consentement, si elles sortent en même temps que cette nouvelle vague de parents qui essaient d'éclairer un petit peu sur des nouvelles façons d'élever nos enfants, c'est pas un hasard, c'est parce que tout est lié. Et je sais que moi, si j'ai toléré cette relation-là, c'est parce qu'on m'avait appris à tolérer l'intolérable. Et que aujourd'hui, pour protéger nos enfants de futures relations, c'est important de pouvoir prendre en compte tous ces schémas-là. Et c'est très très violent. Je sais que si mes parents écoutent ce podcast, encore une fois, ils vont se dire oh là là, c'est horrible. Mais encore une fois, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. On parle d'une génération entière de parents, pas les miens en particulier. Mais pour moi, c'est important de parler de ces thématiques-là parce que quand je suis devenue maman et que j'ai fait ma thérapie, je me suis rendu compte que cette relation n'était pas normale. Et je l'ai appris en même temps que j'apprenais que ma relation avec mes parents n'était pas normale. Enfin, pas banale, et que oui, ça pouvait être violent et que ça pouvait être destructeur, en fait. Et si j'ai voulu en parler, c'est que je me suis dit, si moi, qui quand même... Je suis une personne saine, je suis très entourée, je suis plutôt instruite. Si moi j'ai mis autant de temps à me rendre compte que cette relation était destructrice et violente, qu'est-ce qu'il en est des autres personnes en fait? Donc je me suis dit c'est important de pouvoir parler de ça, de pouvoir le sortir du tabou et montrer des exemples. J'ai fait une BD du coup qui s'appelle Le Seuil, qui est sortie l'année dernière aussi et qui reprend les schémas d'une relation toxique. Qui est une fiction, hein, c'est complètement une fiction, parce que dans cette histoire, je montre des comportements qui peuvent être vraiment acceptés, tolérés et banalisés par les victimes. Et quand c'est vu sous le spectre d'une histoire qui n'est pas la nôtre, ça nous choque. Donc je me suis dit, voilà, c'est important aujourd'hui de pouvoir parler de toutes ces femmes. Donc je fais aussi beaucoup de portraits de féminicides, en leur redonnant un visage, en disant, voilà, c'était votre voisine, c'était votre mère, c'était votre tante, c'était pas... elles avaient un visage, elles avaient des passions, elles avaient une personnalité, parfois un fort tempérament, plein de défauts. C'était pas des petites personnes complètement renfermées sur elles-mêmes, qui sortaient pas de chez elles par peur des coups et tout ça, parce qu'il fallait sortir de tous ces clichés et de toutes ces de tout ce sujet qui était extrêmement tabou et qui rendait les victimes complètement inconscientes de leur statut de victime parce qu'elles ressemblaient pas à au modèle de victime qui était dépeinte dans les médias, dans les fictions, dans les livres, dans les films. Et je trouve que c'est fou parce que j'ai fait ces thématiques un peu dans un but presque thérapeutique pour moi-même. Et ensuite, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'elles sont complètement liées les unes aux autres. Et je trouve que c'est quand même là où on se rend compte que il y a tellement de choses qui se jouent dans l'enfance. Et quand on en comprend les tenants, les aboutissants, on se dit... ça sert pas à rien de régler les problèmes une fois qu'ils sont là, mais disons qu'il y a une priorité à mettre sur les débuts de vie et sur l'école, sur l'éducation, sur la formation des personnes qui s'occupent de nos enfants, et parce que on enrayera beaucoup de problèmes. Et t'as envie de leur dire aux politiques, mais les gars, il y a une seule thématique à prendre en compte et avec celle-là vous allez régler toutes les autres, vous verrez, c'est magique. C'est vrai, et puis là tu donnais l'exemple des victimes, comment elles arrivent à accepter, parce que l'éducation qu'elles ont reçue a pu être traumatisante. Puis il y a aussi le côté des bourreaux, parce que les hommes violents, la plupart du temps ce sont des hommes, sont aussi des hommes qui ont sûrement été violentés dans l'enfance, donc qui répètent des schémas. Donc comme tu dis, si on éradique la violence dès l'enfance, on éradique des deux côtés en fait. Les femmes qui ne savent pas réagir face à des gens violents et les hommes qui sont violents. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai jamais compris pourquoi... c'est pas une priorité politique aujourd'hui.
me dépasse. Mais écoute, chacune de notre côté, on fait ce qu'on peut pour que ça essaie de changer. C'est hein, ça. mais je suis d'accord avec toi que quand je suis devenue mère aussi, je dis mais en fait, tout part de là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que C'est la clé. oui, pourquoi est-ce que toute cette partie-là est invisibilisée dans notre société? Je ne comprends pas. Mais t'as bien raison. Est-ce que justement tes BD, elles sont arrivées entre les mains de gens qui ont du pouvoir, je parle dans la décision, et qui peuvent faire changer les choses? Est-ce que tu sais ça? Bah, après, je sais pas où est-ce qu'on met le pouvoir, mais les BD, elles ont... Bah, et si on changeait d'angle et t'atterris dans pas mal de mains de professionnels de la petite enfance? Je sais que là, dernièrement, il y avait des réseaux de crèches entiers qui faisaient ça comme cadeau à tous leurs professionnels. Donc, enfin, c'est genre juste incroyable. Je sais que ça sert pas mal comme support en fait d'information ou de formation. Voilà, j'ai eu l'honneur de me voir afficher sur des tableaux de fac, voilà, avec des professeurs qui parlaient de ce travail-là pour expliquer à leurs étudiants l'importance, bah, comme on le disait, hein, que tout partait de l'éducation et toutes ces notions d'adultisme qui en disent quand même long. Et puis, genre, il y a une ère où aujourd'hui, on a accepté qu'il fallait se battre contre le sexisme, contre le racisme et tout ça. Genre, ne pas accepter que l'adultisme puisse être vraiment quelque chose à remettre en question, c'est quand même assez incroyable. Mais on va pas repartir là-dessus. Le Seuil aussi, donc la BD qui parle de violence conjugale, a été pas mal mise à disposition dans des centres d'accueil parce que j'ai reçu des retours, mais genre juste tellement bouleversant, de gens qui me disaient ça y est, enfin j'ai fait comprendre à une patiente qu'elle était victime, et ça y est, enfin elle va partir, parce que en lisant la BD elle s'est dit c'est abusé quand même ce qui lui arrive, et ah mince, en fait c'est exactement ce que je vis. Ah non mais d'accord, bah du coup si ça me choque dans la BD, c'est que ça doit être choquant dans la vie. Et ça, c'est vraiment trop chouette, parce que chouette, c'est tellement pas du tout un bon mot pour exprimer ce que j'ai ressenti. Mais tu vois, on commençait le podcast comme ça. Ce sentiment d'utilité et de sens que j'avais vraiment trouvé dans mon métier, dans le social, et que j'ai désespérément cherché à mettre aussi dans ce métier qui était une passion, le dessin. Et ben du coup, il a trouvé tout son sens, justement, du moment où enfin ce que je proposais, c'était accepté et utilisé par des personnes que j'estime. Il y a quand même le docteur Catherine Guéguin qui a préfacé le livre. Ouais, pour moi, c'était juste une validation déjà du fait qu'on n'avait pas besoin de tout puiser dans les livres, parce que c'était pas du tout mon cas, et qu'en écoutant son instinct, on pouvait aussi tirer des conclusions assez cohérentes et pleines de bon sens. Parce que en fait, c'est ça, c'est un livre qui appelle aussi le bon sens, parce qu'on peut pas juste se dire l'enfant est mon égal, point. Non, il y a quand même aussi un peu de balance à mettre là-dedans. Évidemment, je vais pas tenir mon conjoint par la main pour traverser. Par contre, je vais le faire avec ma fille. Il y a une raison à ça, quoi. Quand tes livres sont sortis, et surtout celui Et si on changeait d'angle, tu l'as offert à tes parents, il a été reçu comment ? Mes parents, on avait déjà un petit peu dépassé tout ça. Donc moi, j'avais eu des très belles conversations avec mon père, complètement bouleversantes, et il le sait, on en a de nouveau eu, justement parce que comme j'écris une BD qui parle de nous, j'ai dit alors du coup, j'ai un petit peu peur de ta réaction. Et en fait, mon père est quelqu'un d'incroyable qui a complètement accepté. Du coup, tout ce que moi je pouvais lui reprocher, et qui regarde ma parentalité avec des yeux. Moi, genre, c'est à chialer hein, chaque fois qu'il me voit et qu'il me dit je te trouve incroyable avec Ellie, et ce que vous avez mis en place est incroyable, parce que quand on voit la petite fille qu'elle est. Bon, bref, c'est juste. Avoir cette validation de son père, c'est juste incroyable. Et avec ma maman. Je pense que les choses peuvent lui faire encore beaucoup de peine. Elle m'a beaucoup moins suivie sur les réseaux à un moment donné où j'ai beaucoup abordé ces thématiques donc d'adultisme et tout ça, où j'avais pris des exemples de ma propre enfance. Ça l'avait vraiment peiné. Mais j'ai considéré que j'avais pas à m'excuser de quelque chose que j'avais ressenti, et que c'était peut-être douloureux pour elle, mais que c'était un cheminement important pour moi, et que aujourd'hui je le communiquais comme ça, et que c'était pas facile, parce qu'on peut aussi faire son cheminement tout seul chez soi sans mettre en porte-à-faux ses parents sur les réseaux sociaux. Mais c'est un rôle que j'ai accepté de prendre, et voilà, je peux le dire publiquement, j'aime mes parents, il y a aucun souci, mais
j'étais prête à sacrifier quelques petites choses au profit de ces lignes qu'il fallait absolument bouger, quoi. Est-ce que tu as souvent des retours de personnes de notre génération qui te disent qu'elles ont offert ce livre à leurs parents, donc à des potentiels grands-parents, et que ça a déclenché des conversations, ou en tout cas ouvert les yeux des grands-parents et qui se comportent différemment avec les petits-enfants? Oui, j'ai beaucoup de retours. Alors j'en ai de toutes sortes. J'en ai beaucoup qui se servent de ce livre. Alors, ou ils l'offrent directement, ou alors ils le laissent à disposition dans les toilettes. Meilleure place pour les livres. C'est le rêve de tout illustrateur de finir aux toilettes parce que tout le monde feuillette les livres, donc c'est génial. Ou alors, sur la table à manger au moment du repas de Noël et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que des fois, donc c'était feuilleté, c'était regardé, c'était lu. Des fois, ça ne soulevait absolument aucun commentaire, mais plus tard, ils voyaient que ça avait changé les choses. Donc, il n'y avait pas de dialogue, c'est-à-dire que on ne reconnaissait pas en face que « Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire comme ça », mais par contre, il y avait le comportement qui agissait en fonction. Et ça, je trouve que c'est fou. Après, il y a aussi des gens qui se braquent complètement. Mais comme on disait tout à l'heure par rapport aux détracteurs, le chemin se fait petit à petit. Et moi, je pense que dans les commentaires les plus incroyables que j'ai pu recevoir, c'était les commentaires de grands-parents qui m'écrivaient en disant « J'ai élevé mes enfants comme ça et là, je veux changer les choses pour mes petits-enfants parce que ça prend sens et c'est très bien de faire bouger les choses parce que on peut pas tout le temps stagner parce que sinon, quand même, moi, j'aimerais pas quand même rester stagné dans les années 40, par exemple. À un moment donné, c'est bien quand les choses, elles bougent un petit peu. Du coup, c'est chouette de recevoir ça d'une autre génération, quoi. J'ai souvent vu sur les réseaux sociaux ta BD être mise en avant avec des parents qui la lisent avec leurs enfants, mais du coup qui modifient les textes et qui t'interpellent en te disant Fanny, ça serait bien que tu écrives une BD pour les enfants. Je pense que c'est notamment à quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Sonia qui fait ça souvent avec sa fille et que je trouve très mignon. Est-ce que ça t'a traversé l'idée d'adapter tout ce que tu fais à la destination d'enfants ? Alors, pas forcément adapter ça à destination d'enfants, mais par contre, j'ai vraiment, vraiment envie de faire quelque chose pour les enfants qui, genre, de toute façon, je pense que je n'arriverai pas à ne pas me réatteler à cette thématique. Mais en fait, je me rends compte que c'est hyper dur d'écrire pour les enfants. En fait, bien plus que ce que je pensais. Enfin, moi, quand j'ai commencé, je m'étais dit trop bien, je vais faire des livres pour enfants. Ça n'a pas l'air trop compliqué, il y a 15 pages. Non, pas du tout. C'est vraiment un exercice extrêmement difficile. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé la BD que je suis en train de faire actuellement, je l'écrivais en me disant je fais une BD pour les enfants. J'avais écrit à Sonia en lui disant c'est bon, ta fille aura une BD, tout ça. Et en fait, non, j'ai écrit et je me suis dit mais c'est plus du tout pour les enfants. Et avec mon éditrice, on s'est dit non, définitivement, c'est pas du tout pour les enfants. Et je me rends compte que c'est un vrai exercice et je suis contente d'illustrer des livres pour enfants justement qui sont écrits par des gens qui savent le faire. J'espère qu'un jour j'arriverai à trouver le bon angle pour aborder ça avec eux. Merci Fanny, je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis contente d'avoir une illustratrice qui du coup peut, comme tu dis, vulgariser un travail qui est pas facile à digérer. Et tu as bien raison, je vais désormais laisser ton livre dans les toilettes. Tu m'as donné une idée. Je pense que c'est un très bon emplacement. Merci pour l'influence des toilettes, ça me va. Merci beaucoup Fanny. Merci Clémentine. C'était Fanny Vella, illustratrice et autrice de la BD Et si on changeait d'angle. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.